Bien, nous reprenons alors le cours de l'exposé. Je reviens légèrement en arrière, nous avons vu l'évolution historique de la loi 21 jusqu'au CSA, avec les conséquences de l'évolution législative de ces notions. Nous avons vu le CSA, où je vous ai dit effectivement que le CSA était organisé en livres. Plusieurs livres concernent chaque fois, pour un livre en particulier, une forme de société ou d'association particulière. Il y a les sociétés anonymes, il y a les sociétés à responsabilité limitée, les sociétés coopératives. Pour les associations, il y a les associations ASBL et les fondations. Ces livres sont organisés de manière relativement autonome et reçoivent un socle commun qui est le livre 2, qui définit un certain nombre de règles qui sont communes à toutes les personnes morales. Alors, pourquoi le CSA parle de personnes morales à ce moment-là? C'est parce qu'effectivement, ces règles sont applicables non seulement aux sociétés commerciales, mais également aux associations, ASBL, et par ailleurs aussi aux fondations. Et il y a un troisième livre qui est un socle commun, qui s'appelle, comme vous vous en rappelez du début de l'exposé, les comptes. C'est le livre 3 qui effectivement règle la manière dont les comptes sont gérés, aussi bien dans les sociétés commerciales que dans les associations. Nous allons donc maintenant aborder le livre 3 en s'intéressant plus particulièrement aux dispositions qui affectent les ASBL. Alors, première chose, et on revient un peu en arrière à cet égard, c'est les ASBL ont été divisés en catégories. Les petites ASBL et les micro-ASBL qui reçoivent chacune une définition. Les petites ASBL sont celles que vous pouvez lire à l'écran pour l'instant. Ce sont celles qui, au moment où la clôture du bilan, ne dépassent pas plus d'un critère suivant, c'est-à-dire des travailleurs, une moyenne de travailleurs de 50, un chiffre d'affaires annuel hors taxe sur la valeur ajoutée de 9 millions et total du bilan de 4 500 000 euros. Alors, j'attire votre attention sur le fait, je l'ai déjà dit antérieurement dans l'exposé, c'est que la notion centrale du CSA, et surtout pour les ASBL, c'est particulièrement important, c'est la définition que l'on trouve dans le Code de droit économique des entreprises. Et vous savez que les entreprises prennent en compte aussi les ASBL. Grande ou petite ou macro, une personne morale est une entreprise. Et ici, vous voyez dans la définition des petites ASBL que l'on parle de chiffre d'affaires annuel. Donc, on voit bien que l'idée du législateur au sein du CSA est de reprendre en compte l'idée de la définition du Code des droits des entreprises, du Code de droit d'entreprise, qui parle d'entreprise, parce que l'on parle ici de chiffre d'affaires. Donc, on est de manière significante dans une entreprise puisqu'il y a un chiffre d'affaires. Donc voilà, il y a les petites ASBL qui sont définies à l'article 1.28 du CSA. Ensuite, il y a les micro-ASBL qui sont définis par le CSA. On entend par micro-ASBL les ASBL qui n'ont pas en moyenne plus de 10 travailleurs dans l'année et un chiffre annuel hors TVA inférieur à 700 000 euros et un total de bilan de 350 000 euros. Donc, même réflexion, ici aussi on parle de chiffre d'affaires et donc d'activité économique. C'est important. Le CSA définit les micros et les petites ASBL. Donc, à contrario, toutes les autres sont des grosses ASBL. Si on dépasse les critères cumulés de la micro et des petites ASBL, on rentre évidemment dans des grandes ASBL. Ce n'est pas dit clairement dans le texte, mais c'est la conséquence des définitions que l'on donne des petites et des micro ASBL. Donc, petite ASBL, pourquoi s'attarde-t-on dans le cadre des comptes aux micro-ASBL et aux petites ASBL et aux grandes ASBL, où nous le reverrons par la suite, c'est effectivement qu'il y a une manière différente de tenir les comptes, une obligation légale différente.
le législateur a pris en compte la réalité du monde économique, il y a effectivement un nombre important de petites ASBL qui sont constituées par des comités de quartier ou par des associations de protection de ceci ou de cela, et qui effectivement ne répondent pas à des critères réellement de grosses entreprises et pour qui le législateur prévoit alors une tenue de compte moins lourde qu'une comptabilité double vérifiée par commissaire. Alors, nous continuons dans la découverte du livre 3. Une chose particulière dans le CSA, c'est que, contrairement au Code des sociétés, le CSA va définir de manière claire comment calculer les délais. C'est important pour un certain nombre de sujets comptables, puisque vous avez des délais comptables pour rentrer vos comptes, vous avez des délais comptables pour faire du reporting de TVA, etc. Donc, on vous indique très clairement quand on parle d'un délai, comment il faut le compter. Et vous verrez qu'effectivement, ce sont des jours calendriers. Les samedis, les dimanches, les jours fériés, tout est englobé dans le délai. Il y a des exceptions, vous les lisez. Donc, un jour ouvrable, c'est chaque jour, à l'exception d'un samedi, d'un dimanche ou d'un jour férié légal. Il faudra donc bien calculer sur vos doigts vos délais. À présent, ils sont effectivement définis de manière claire dans le CSA et cela évitera la confusion sur les délais et les discussions perpétuelles que l'on a en procédure. Alors, ce qui est également abordé dans les comptes, c'est une conséquence indirecte de la tenue de l'administration comptable des ASBL, c'est le bénéficiaire effectif. Vous savez que l'on parle de UBO, Ultimate Beneficiary Owner. C'est un catalogue, c'est un registre des bénéficiaires, personnes physiques ultimes, bénéficiaires de l'ensemble d'une société ou d'un groupe de sociétés. Alors, ce qui est important, c'est qu'ici, on vous dit qu'à l'article 1.33, c'est que les dispositions en matière de bénéficiaires effectifs ultimes, ce titre est d'application à toutes les sociétés et personnes morales régies par le présent code. Le présent code étant le CSA. Et donc, le registre UBO s'applique aussi, les données qu'il faut rentrer dans le registre UBO doivent être également rentrées pour les ASBL, y compris pour les fondations. Donc, il y a toujours une application de la loi sur le blanchiment, in fine, contre le blanchiment, pour effectivement imposer. Ce ne sont pas les mêmes règles pour les ASBL et pour les sociétés. Les sociétés, on vise évidemment les actionnaires, tandis que pour les ASBL, on va effectivement enregistrer les administrateurs. Il en est de même pour les fondations, mais ce n'est pas le sujet du jour. Alors, les comptes annuels. En fait, le CSA n'innove rien en matière de tenue des comptes des ASBL et des sociétés. Il y a une continuité par rapport à ce qui était régi avant. Et donc, ce sont des règles que vous connaissez probablement. Donc, mais je les rappelle très brièvement, il y a des comptes annuels à déposer tous les ans. Ce qui est important, c'est effectivement la différence que l'on fait entre petites ASBL, micro-ASBL, etc. Vous voyez que les petites ASBL peuvent établir leur compte annuel conformément à un modèle simplifié. Donc, il y a un arrêté royal qui a été publié qui donne un modèle simplifié de tenue pour les petites ASBL. Petites ASBL, ce n'est pas si petit que ça, puisqu'on parle d'un chiffre d'affaires de 9 millions d'euros quand même. Ensuite, pour les micro-ASBL, ils peuvent tenir leur compte actuel suivant un micro-schéma déterminé par le roi. Il y a des exceptions à ces règles générales de tenue des comptes, notamment pour les ASBL qui ont des règles particulières et celles qui gèrent, par exemple, les dépenses électorales au niveau fédéral. Et alors, certaines ASBL ont des règles particulières. Je pense ici, par exemple, aux ASBL qui font la tarification pour les médicaments pour les pharmaciens. Ce sont des ASBL, ce sont des
des prestataires de services qui légalement doivent être mis en ASBL, mais qui sont des ASBL qui maintenant deviennent de façon évidente des entreprises. Ils ont des règles particulières de tenue de compte. Les associations autres que les petites ASBL sont tenues de confier à un ou plusieurs commissaires le contrôle de la situation financière. Et donc, vous voyez ici, de manière indirecte, qu'effectivement, on définit les petites et les micro-ASBL, et puis il y a toutes les autres. Toutes les autres, ce sont, entre guillemets, les grosses ASBL qui sont tenus de nommer des commissaires. Alors, il est précisé que ces commissaires pour les grosses ASBL doivent être des commissaires choisis parmi les membres de l'Institut des réviseurs d'entreprise. Et c'est ici qu'on peut faire un commentaire intéressant. Dans beaucoup d'ASBL, on nomme des commissaires qui sont parfois dénommés réviseurs aux comptes, etc. Il ne s'agit évidemment pas de commissaires réviseurs d'entreprise. Il s'agit de commissaires qui reçoivent un rôle particulier de vérifier la comptabilité comme ils peuvent. Et à nouveau, ici, je reviens à l'autonomie de volonté des fondateurs de l'association ASBL pour déterminer dans les statuts le rôle d'un commissaire. Il est important que si l'on met le titre de commissaire ou de réviseur des comptes, de bien déterminer qu'il s'agit de réviseurs de comptes qui n'appartiennent éventuellement pas à l'Institut des réviseurs d'entreprise, mais qui ont un rôle tout à fait particulier et simple, qui ne peut pas rentrer notamment dans l'exercice de la vérification des comptes, qui sont des privilèges exclusifs des réviseurs d'entreprise et des experts comptables. Donc, il faudra bien spécifier s'il y a un commissaire aux comptes qui est nommé dans une petite ASBL, qu'effectivement, il s'agit d'une personne qui est simplement déterminée à la révision des comptes, mais qui n'est pas réviseur d'entreprise et qui ne peut pas certifier les comptes comme ferait un réviseur d'entreprise ou un expert comptable. Cette digression étant terminée, on continue. Les comptes doivent être effectivement publiés à la Banque nationale, etc. Comme pour toutes les sociétés commerciales, on est dans les règles tout à fait usuelles d'avant le CSA qui sont continuées. Elles sont peut-être mieux décrites dans le CSA, en tout cas pour les ASBL, puisque dans la loi de 1921, la partie comptable était relativement absente. On a fait quelques progrès en 2002, mais ce n'était pas effectivement réglementé de manière précise. Ici, on rentre effectivement dans une réglementation précise, notamment en divisant les ASBL en catégories, en leur donnant une définition quantitative qui vient s'ajouter à la définition légale d'association qui est un contrat. Alors, très brièvement, parce que ce n'est pas le sujet du jour, une courte introduction au droit fiscal des ASBL. Est-ce que le CSA change quelque chose au droit fiscal des ASBL? Première réflexion, c'est qu'il n'y a pas de définition propre des ASBL dans le CIR 92. L'ASBL est caractérisé, donc pas défini, mais caractérisé à l'article 220, troisièmement du CIR 92, notamment en faisant référence à l'interdiction de distribuer des avantages patrimoniaux. Vous savez que nous avons vu au début de l'exposé la différence entre une association et une société commerciale. Une des caractéristiques fondamentales qui fait la différence, c'est la capacité des sociétés commerciales à distribuer des avantages patrimoniaux, des dividendes, des bénéfices, etc. Ce qui est strictement interdit pour les ASBL. Et effectivement, cela peut avoir des conséquences importantes. Alors, selon les travaux parlementaires, il est indiqué, le TP, c'est les travaux parlementaires, que cette interdiction de distribution est beaucoup plus restrictive que dans la loi de 1921, où on dit qu'effectivement, on ne peut pas le faire, mais cette interdiction reçoit une interprétation beaucoup plus stricte dans les nouvelles dispositions légales. Il faudra donc y être vraiment attentif. Il faut quand même préciser que le CSA, en principe, ne modifie pas en droit fiscal la vision que l'administration fiscale aura sur la taxation d'une ASBL. Cela a été rappelé de manière claire dans la loi du 17 mars 2019. Vous savez que le CSA a été introduit par une loi du 23 mars 2019, donc les deux lois ont été
votées en parallèle au Parlement, il y a un principe de neutralité prévu dans la loi du 17 mars 2019 qui dit clairement qu'il y a une volonté de ne pas modifier les conditions d'assujettissement à l'ISOC ou à l'IPM. Mais méfiance, parce qu'effectivement, en disant qu'on ne modifie pas les conditions d'assujettissement à l'ISOC, on rentre évidemment à nouveau dans une discussion de savoir est-ce que la jurisprudence antérieure va s'appliquer ou pas. Nous sommes devant une incertitude. En ce qui me concerne, je rappelle que la jurisprudence, de manière relativement large, indique que le droit fiscal se base sur la réalité. Donc, si vous avez une activité réellement entrepreneuriale, même dans une petite ASBL où vous avez 7 millions de chiffre d'affaires, ce qui est quand même pas peu, vous avez une entreprise qui tourne. Il faut rappeler effectivement que reste aussi présent l'interdiction d'affecter les bénéfices à autre chose qu'au but désintéressé de la SBL et que les avantages patrimoniaux pour les stakeholders restent interdits. Donc, à mon sens, il y a un risque significatif de taxation à l'ISOC des ASBL qui, auparavant, effectivement, étaient screenées par la jurisprudence pour voir si, effectivement, l'activité qu'elles avaient était une activité qui était éventuellement assujettie effectivement à la TVA, ce qui entraînait une nouvelle définition de dire effectivement vous avez une activité à but lucratif qui éventuellement n'est pas consacrée au but désintéressé formellement de la SBL. Et donc à ce moment-là, la taxation par l'administration était avérée et confirmée par la jurisprudence. Ici, effectivement, il y a une étape déjà qui est franchie par l'administration fiscale, puisqu'on dit clairement que la SBL peut avoir une activité entrepreneuriale. Et donc, à partir du moment où elle a une activité qui est économique évidente, elle risque la taxation à l'ISOC. Qu'elle affecte son bénéfice ou pas au but des intéressés, ce sera probablement une discussion devant les tribunaux de savoir si les bénéfices existants étant exclusivement, mais alors je parle bien d'exclusivement affectés au but des intéressés, on pourrait retomber éventuellement dans la taxation à l'IPM plutôt qu'à l'ISOC. Mais cela fera des discussions. S'il y a des avantages patrimoniaux qui sont distribués au sein de la SBL, il est évident que le risque ISOC sera réel. Donc, il faut être attentif. Je pense que si effectivement la volonté exprimée formellement par le législateur est de dire on ne change pas les conditions d'assujettissement à l'ISOC ou à l'IPM, c'était effectivement un principe de neutralité. On ne change pas, mais la jurisprudence antérieure n'est pas favorable aux ASBL. Donc, je ne vois pas pourquoi, en renforçant le rôle entrepreneurial des ASBL, on pourrait échapper à la jurisprudence antérieure. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous rappelle que l'exposé fera l'objet d'un syllabus qui sera bientôt à disposition et nous vous informerons de la possibilité d'acquérir ce syllabus d'une manière ou d'une autre. Merci à nouveau pour votre attention.